Un mal mystérieux qui touche aléatoirement les habitants d'un pays et les condamne à une vie d'errance sans but dans les ruelles vides d'une cité maudite. Une princesse, veuve avant même son mariage, qui doit faire entendre sa voix dans une cité nouvelle et inconnue. Un prêtre, envoyé pour convertir les habitants du pays à sa religion et les sauver du massacre qui les attend. Un prince, mort, mais qui se bat néanmoins pour sauver tous ceux qui peuvent encore l'être. Salut à tous, c'est Stardiba, et aujourd'hui, il faut que je vous parle d'Elantris de Brandon Sanderson. Elantris, c'est le premier livre publié par Brandon Sanderson en 2005. L'auteur s'avérera incroyablement prolifique par la suite et sortira de nombreuses autres séries qui trouveront un succès monstre auprès des lecteurs de fantasy. Mais ça, on en parlera une autre fois. Vous inquiétez pas, c'est certainement pas la dernière fois que vous entendrez parler de Brandon Sanderson sur cette chaîne YouTube. Mais donc, Elantris, ça parle de quoi exactement? Eh ben, ça parle, en partie en tout cas, d'Elantris, une cité habitée par des hommes au pouvoir incommensurable, qui est tombée en disgrâce une dizaine d'années plus tôt après que le Shaod, une malédiction, ait frappé la cité. Puisqu'Elantris est maudite, la nouvelle capitale de l'Arelon, le pays dans lequel se déroule le récit, est Cae, une ville toute proche d'Elantris. Raoden est le prince successeur de l'Arelon, et c'est sur lui que va s'ouvrir l'histoire. À son réveil, il se rend compte avec horreur qu'il a été frappé par le Shaod, et sa famille le déclare donc mort et l'exile à l'intérieur des murs d'Elantris, le sort réservé à tous ceux qui sont affectés par le Shaod. La princesse Sarene, destinée à épouser le prince Raoden afin de sceller une alliance politique nécessaire entre leurs deux pays, arrive à Cae juste après la mort du prince. Selon les lois d'Arelon, bien qu'elle n'ait jamais épousé le prince, elle est tout de même considérée comme sa veuve et comme un membre de la famille royale d'Arelon. C'est ainsi que Sarene devient veuve d'un homme qu'elle n'a jamais rencontré et qu'elle décide de rester à Cae afin d'opérer dans les sphères politiques du pays pour déjouer les manigances qu'elle va vite y découvrir. Et finalement, nous avons Raten, prêtre du Shudérès qui se rend en Arelon afin de convertir la population du pays à sa religion. Dès le début de l'intrigue, Raten a 3 mois pour convertir le pays. Que se passera-t-il une fois ces 3 mois écoulés, me demanderez-vous? Eh bien, le peuple d'Arelon sera converti par la violence et dans le sang au Shudérès. Raten, ne désirant pas ce bain de sang, fera donc tout son possible pour convertir le pays avant la date fatidique. Par d'habiles manœuvres politiques, le prêtre va chercher à bouleverser le pays afin de pousser les habitants à adopter sa religion. Malgré son rôle d'antagoniste tout au long de l'œuvre, on sent presque un élan altruiste chez Raten qui cherche à épargner à ce pays un massacre sanglant. Même s'il doit pour cela employer des méthodes immondes, il est plus que jamais dévoué à sa mission. Le récit d'Elantris va donc sauter entre ces 3 points de vue différents tout au long de l'œuvre. Avec Raoden, on découvre l'intérieur d'Elantris et la misérable vie qui mènent les malheureux frappés par le Shaod et exilés dans cet endroit, abandonnés à leur sort par tout le reste de la population. Avec Sarene, on suit la vie politique de Cae, on découvre les révoltes qui grondent et menacent le pouvoir, mais on en apprend également plus sur le Théod, son pays d'origine, ainsi que sur les raisons qui ont poussé son père à vouloir la marier à Raoden. Sans surprise, avec Raten, on explore la religion du Shudérès, mais également et surtout, on découvre les plans qu'ils mettent en place afin d'accomplir la mission impossible qui lui a été confiée, convertir le pays en seulement 3 mois. Personnellement, même si j'ai bien aimé suivre le point de vue de Raoden tandis qu'il cherche à aider les malheureux exilés d'Elantris, ainsi que celui de Sarene qui essaye de protéger l'Arelon au travers de manœuvres politiques, je dois avouer que le point de vue que j'ai pris le plus de plaisir à suivre, c'est celui de Raten. C'est toujours passionnant de suivre l'histoire de l'antagoniste au même rythme que l'histoire des héros du récit, et Brandon Sanderson a le don de mettre ses récits contradictoires sur le papier avec brio. Lorsqu'on entend parler des actions précédentes de Raten dans d'autres pays qu'il a tenté de convertir au Shudérès, on comprend que le prêtre n'est pas un enfant de cœur et qu'il est prêt à se salir les mains pour atteindre ses objectifs. Pourtant, en comparaison de la menace que représente le Shudérès pour le pays entier s'il ne parvient pas à accomplir sa mission dans les 3 mois qui viennent, on ne peut s'empêcher de voir Raten sous une lumière plus douce que celle d'un antagoniste. En plus de ça, l'homme est un tacticien de génie, capable de faire plier des gouvernements entiers face aux manœuvres qu'ils mettent en place. Tu découvriras que la haine peut unir les gens bien plus rapidement et avec bien plus de ferveur que la dévotion ne le pourra jamais. Le récit des 2 autres est tout aussi intéressant à suivre. Sarene va devoir lutter pour se faire une place à la cour malgré le dédain que lui signifie clairement le roi, et son statut de femme ne l'aide clairement pas à être prise au sérieux par les hommes riches qui dirigent le pays. Pourtant, elle est habituée à ce traitement, car même chez elle, au Théod,
Les hommes la craignaient ou la fuyaient en raison de sa grande taille et de son comportement brusque. Une fois arrivée en Arelon, elle fera preuve de grandes capacités de manipulation et d'un esprit stratégique impressionnant acquis par le passé lorsqu'elle œuvrait comme diplomate pour son père, le roi de Théode, dans d'autres pays. Elle confrontera Raten à de nombreuses reprises, comprenant que sa présence représentait un terrible danger pour l'Arelon, et elle parviendra même à retarder ses plans plusieurs fois en manipulant les nobles du pays à son avantage. Le problème, quand on est malin, c'est que tout le monde s'imagine que vous êtes toujours en train de planifier quelque chose. Quant au point de vue de Raoden, là, c'est la misère à tous les coins de rue. Les victimes du Chaos sont immortelles, ou plutôt morts, tout dépend du prisme au travers duquel on le regarde. Leur cœur ne bat plus, leur peau est froide comme celle d'un mort, mais malgré tout, ils continuent de marcher, de parler, de ressentir. Et c'est de là que survient tout leur malheur, justement. Malgré leur immortalité, ils sont toujours capables de ressentir la douleur, et cette douleur ne les quitte jamais. Enfoncez-vous une épine dans le doigt, et vous ressentirez cette douleur pour le restant de vos jours, aussi vive et pénible qu'aux premiers instants de la blessure. Mais alors, vous me direz, une épine dans le doigt, ça va. Et je vous dirai oui. Mais cognez-vous également le pied contre un mur, et la douleur s'ajoutera à celle de l'aiguille. Ne mangez pas pendant des jours, et vous ressentirez la faim vous tirailler l'estomac sans pouvoir mourir. Pour les victimes du Chaod, la douleur ne fait que s'accumuler sans jamais décroître. Et il arrive un jour où cette douleur devient insupportable. Les malheureux finissent généralement fous après quelques années. Leur conscience profondément enfouie quelque part au fond de leurs esprits brisés, recroquevillés dans un coin sombre d'une ruelle d'élantrice pour le reste de l'éternité. Et pourtant, malgré tout ça, on va suivre un Raoden qui cherchera à instiller l'espoir dans le cœur de ses damnés. Et il y arrivera par moments. Et franchement, je dois dire que ces moments-là sont de très beaux moments de lecture. Je n'ai pas senti la faim depuis des jours, monseigneur. C'est la plus merveilleuse des sensations. Je ne remarque même plus la douleur désormais. Raoden hocha la tête. L'homme était venu à lui en quête d'une solution magique à ses malheurs, mais il avait trouvé une réponse bien plus simple. La douleur perdait de son pouvoir lorsque d'autres choses devenaient plus importantes. Il n'avait pas besoin d'une potion ou d'un aon pour le sauver. Il avait juste besoin de quelque chose à faire. Elantris se lit plutôt rapidement et facilement. En tout cas, si on le compare aux autres romans de Sanderson. En plus de ça, c'est le premier roman publié de Brandon Sanderson, et quand on voit tout ce qu'il a pu faire par la suite, c'est une bonne porte d'entrée dans cet univers gigantesque que l'on nomme le Cosmere. L'univers est relativement simple à comprendre, et on est très loin des univers vastes et compliqués que Sanderson peut créer dans d'autres livres. Même la magie est relativement simple. D'ailleurs, elle n'occupe qu'une place mineure dans le récit. Évidemment, je trouve qu'Elantris est également moins bon que les autres livres que j'ai pu lire de Brandon Sanderson. Attention, je dis pas que le roman est mauvais, loin de là. C'est juste que les autres œuvres que j'ai lues de Sanderson m'ont tellement marqué qu'à côté d'elle, Elantris fait pas le figure. Malgré tout, je vous recommande de lire ce roman. On y trouve déjà les prémices de ce qui deviendra le style de Brandon Sanderson par la suite. Des personnages torturés mais déterminés, des jeux d'esprit fascinants, et un univers cohérent de bout en bout. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.